Très bien, on démarre. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Bienvenue aux auditeurs dans le 2e épisode du Global Performance Talk Show. Donc aujourd'hui, on reçoit Damien Aysen, c'est ça? Je le prononce correctement. Parfaitement. Fondateur de c'est une méthode, Primal Bloom. La méthode Primal Bloom. Primal Bloom, ouais. Donc il va se présenter, en parler un petit peu. Et après, on va démarrer par rapport à ton enfance qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui. Parler de ton activité aussi, comment tu as développé ça, comment ça marche, ce que tu proposes comme produit. Et après, on va conclure avec quelques conseils, etc. Voilà, sur le froid, la respiration. J'ai vu que tu faisais de la PNL aussi. Présenter aussi un peu la PNL, ça peut être super intéressant. Et tu fais du yoga aussi, donc tu pourras parler du yoga. Donc voilà, je te laisse te présenter un petit peu. Donc, merci pour cette présentation déjà qui est déjà relativement exhaustive sur le panel d'activités que je fais. Ouais. Donc, ça fait 7 ans que j'accompagne des gens vers un mieux-être, un bien-être, une vision différente des choses qui peut être appliquée dans plein de domaines différents. Pour moi, c'est comprendre son corps, comprendre son inconscient, comprendre comment on fonctionne pour fluidifier les choses. Ça peut être dans un aspect de performance sportive ou dans un aspect développement personnel, gestion du stress, tout ça. Donc, si je suis arrivé là, je crois qu'il y a une raison quand même. Il y a une raison parce que ça tombe pas comme ça. Voilà, ça tombe pas du ciel. Ça émane de quelque chose de plus profond peut-être. Voilà, donc si on veut remonter à l'origine, à l'enfance, j'avais des problèmes de confiance en moi, j'étais plutôt timide, réservé, un peu le personne à part, tu vois. Décalé un peu. Je ne sais pas si j'irais jusqu'à dire Calimero, mais il y avait des moments où c'était pas terrible, quoi, ma vie. Okay. Je veux dire, aussi bien à l'école qu'en sport, j'avais du mal à faire ma place. Je devais être parmi les derniers pris, tu vois, dans l'équipe, en sport, tu vois, ce genre de trucs. Laisser un peu de côté, quoi. Voilà. J'interviens dans les écoles, je vois un petit peu qui tu pouvais être, voilà. la personne que tu pouvais être. J'ai une perche, enfin, j'ai toujours été grand, mais relativement fin à l'époque. Et du coup, un peu effacé comme ça, tu vois, le grand qui a presque honte d'être grand, tu vois, qui veut pas être vu, voilà, qui s'excuse complètement. J'étais tout à fait ça. Et au niveau scolaire, c'était pas terrible non plus. Il y en a qui sont dans ces figures-là et qui se réfugient dans les livres. Et les études, c'était pas mon cas. Donc, je pense que pour moi, ça s'explique un peu par mon contexte familial où j'avais, du côté de mon père, notamment, un milieu qui est assez intellectuel et froid, très peu dans la représentation émotionnelle et beaucoup d'exigences et pas forcément une belle manière de les communiquer. Donc, dans la construction d'un individu, d'un enfant, beaucoup de t'es pas à la hauteur, beaucoup de déceptions, beaucoup de choses comme ça. Donc, je me sentais un peu nul. Tu ressentais un certain jugement de sa part. Voilà, après, je sais pas, c'était peut-être une autre époque aussi. Oui, c'est une autre époque. Je jette pas la pierre, tu vois. Chacun vit dans un contexte différent. Il y a des générations aussi. À l'époque, enfin, les grands-parents se posaient pas de questions. Ils étaient dans le truc, il faut faire. Voilà, la vie c'est comme ça. Tu avances. Moi, je suis arrivé à une époque de transition où il y a des gens qui commencent à se poser des questions. Et puis voilà, on n'est pas obligé d'accepter le moule qu'on nous propose. C'est un peu ce qu'on commence à vivre dans la génération X, Y, tout ça, Z pour ceux qui suivent. Z. Et voilà. Du coup, moi, j'ai été en opposition vis-à-vis de ce modèle familial. J'ai pas réussi à adhérer. En tout cas, ce côté, c'est froid, on adhère, on fait les choses sans trop comprendre pourquoi, juste parce qu'il faut. Et j'étais un petit rebelle quand même. Donc un rebelle qui a mis longtemps à trouver sa place, mais en tout cas, ça me convenait pas comment les choses fonctionnaient. Donc au début, j'étais beaucoup en réaction. Un peu anarchiste si on veut, tu vois. Là, c'est l'adolescence. Un peu plus l'adolescence, tu vois, un peu en dire non, ça va pas, donc je vais faire l'inverse. Contestataire, quoi. Contestataire. Tu contestes tout. C'est ça, l'autorité, l'école, tout ce genre de choses. Et en même temps, j'ai dû me rendre compte que ça me faisait pas du bien. Tu vois, j'étais beaucoup en colère, si tu veux, beaucoup d'émotions intenses, tu vois, la colère, la solitude. J'avais du mal à trouver ma place, j'étais vraiment en marge, j'avais très peu d'amis. Voilà. À un moment, il y avait le monde de la fête, tu vois, qui est arrivé, dans l'adolescence. Du coup, tu découvres l'alcool, la drogue, peut-être les femmes aussi. Voilà, ça dépend. Ça. Et à ce moment-là, le jeu vidéo aussi, un peu tous ces trucs. J'étais beaucoup dans l'excès de ces choses-là. Tu cherchais quelque part en fait une limite en fait à tout ça. Et j'aime bien un ancien addict qui est maintenant aussi un acteur en anglais, Russell. Russell Brand. Qui dit notamment, il a fait beaucoup de chemin maintenant de développement, et il disait l'addiction c'est une démarche spirituelle parce que
on admet qu'il y a une situation qui est inconfortable, insoutenable, et on cherche quelque part une solution. Ouais. Une solution qui peut-être à long terme est détrimentale pour le corps, elle n'est pas bénéfique, mais il y a quand même une recherche de quelque chose de différent. Ouais. Et après, il y a juste à transposer ça dans une démarche un peu plus saine. Et voilà, un peu plus intelligente et plus constructive pour la suite. Pour maintenir la santé. Mais d'un côté, si tu regardes les psychotropes, notamment, dans beaucoup de cultures chamaniques, par exemple, ou dans différents pays du monde, ils utilisent des substances psychoactives pour atteindre des stades de conscience modifiés et comprendre, avoir une vision différente sur leur existence. Et ça apporte quand même une ouverture qui peut être utile. Tu fais référence à l'ayahuasca, oui, ça peut être l'ayahuasca, par exemple. J'ai fait l'ayahuasca. On en discutera après. Oui, on discutera après. Ça va. On en reste au début. Et voilà, donc vers l'adolescence, en tout cas, des recherches à différents niveaux. Dans l'excès, j'ai aussi rencontré des gens qui sont allés plus vite que moi dans ces excès et qui m'ont fait peur. Notamment en déconnexion sociale complète. Qui se sont mis en marge un peu, etc. Ouais, vraiment en marge, qui ont frôlé l'hôpital psychiatrique, tu vois, ce genre de choses. Ça peut vite arriver avec la consommation de drogue, le manque de sommeil, l'alcool, tout ça réuni, ça fait... Puis il y en a qui ont des fragilités aussi sous-jacentes, et après ça pop à l'adolescence, à l'âge adulte, 21 ans, comme ça à cette époque-là, 15-16 ans, je traînais avec des gens qui avaient 8-10 ans de plus que moi. Wow. Donc, tu vois, eux aussi, ils avaient un peu d'avance sur ce chemin. Bien sûr, Et du coup, j'ai vu des gens qui m'ont fait peur. Donc, ça a été salutaire pour moi parce que du coup, je me suis dit, faut que j'arrête. Je veux pas arriver à cette circonstance, tu vois. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer de faire des choses différemment. J'ai eu l'opportunité d'aller retrouver mon père parce qu'il est parti, j'avais 5 ans. Du coup, tu as grandi sans ton père quelque part. Ouais, j'ai grandi sans mon père. Une grande partie de ta vie. Il est parti, mes parents ont divorcé, j'avais 5 ans. Je le voyais très peu. Et vu qu'enfant, j'ai pas réussi à établir une connexion avec lui, il y avait un peu ce truc de on pourra parler quand tu seras grand, tu vois. Je sais pas si tu as déjà... tu seras mature et quand tu comprendras. C'est comme si... c'est un peu nul, mais c'est comme si je n'étais pas digne, tu vois, de l'échange quand j'étais enfant. C'est lui qui disait, on parlera plus tard, etc. Oui, je me rappelle avoir posé la question à un moment, c'est quoi égale MC2, tu vois, il me dit, t'es trop jeune pour comprendre, on en parlera quand on aura fait des études. Il avait peut-être une difficulté à s'adresser peut-être aux enfants et ne pas savoir l'expliquer, pas savoir répondre aux enfants, etc. Moi, je pense que vulgariser, c'est un talent, un don, c'est aussi la pédagogie. Exactement, Ça demande de travailler les choses et certainement, lui qui avait l'habitude de parler avec des érudits, des gens qui avaient déjà un background culturel et c'est dur de se remettre à la place d'un débutant, c'est super dur. C'est une chose qui est hyper difficile. Et voilà, donc il n'a pas réussi à faire ça dans mon enfance. Donc, étant adulte, à 22 ans, j'ai décidé d'aller le retrouver. Il habitait en Amérique du Sud, en Équateur. Il était chercheur, il étudiait les volcans. Ok, d'accord. Donc, super intéressant. Je suis allé là-bas. À l'époque, j'étais en terminale parce que j'ai commencé à travailler en bâtiment à 16 ans. J'ai repris les études à 19 pour faire un lycée. Je suis arrivé en terminale à 22 ans. Et du coup, dans le lycée français à Quito, en Équateur. Tu as étudié là-bas, du coup. Un an. Excellent. Énorme. Ok. Et pour moi, ça a été le choc des cultures. Je pense que c'est probablement une des étapes les plus déterminantes de ma vie, de passer un an dans un pays comme ça, dans une culture complètement différente. Amérique du Sud, c'est quand même... À l'époque, c'était en 2002. Bon, il venait d'avoir le dollar, donc il y avait quand même un peu une influence américaine, mais quand même un pays qui sort de périodes assez difficiles, avec une culture tribale qui est très présente. L'Équateur, je trouvais ça très riche aussi parce qu'il y a 3 cultures principales. Il y a la culture qui vient de la forêt amazonienne, donc plutôt chamaniste, tribal, tout ça. Il y a tout ce qui est dans la montagne, c'est très chrétien, très pieux, tu vois. Genre pas avant le mariage, tout ça, ce genre de truc. Et tu as le côté sur la côte, et là, c'est plus la fête, tout ça, un peu déjanté, tout ça. Tu as découvert du coup les 3 cultures, tu t'en es peut-être un peu imprégné. Voilà, je m'en suis imprégné. Et aussi, ça m'a fait une belle leçon d'humilité pour moi. Pourquoi ? Parce que j'arrivais en me disant... j'ai étudié en France, tu vois, c'était un peu le rêve pour beaucoup de gens là-bas d'aller étudier en Europe. Mais je pensais avoir compris quelque chose de la vie. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais à des années-lumière d'avoir compris qu'est-ce que c'était la vie, quoi. Eux, ils étaient dans des choses simples, mais un rapport vraiment franc, honnête, à cœur ouvert, sincère avec les choses et avec les autres. Alors que moi, j'étais en train de me protéger de tout, quoi. D'accord. J'avais peur de tout. T'avais quelque part une carapace, un voile. Voilà, c'est ça. Tu les sentais plus naturels, en fait, par rapport aux autres, en connexion avec
les choses, le vivant, j'ai envie de dire, l'humain, la nature. Tu penses que c'est dû à quoi tout ça? Je pense que c'est culturel et je pense qu'en Occident, beaucoup de gens, on est dans une forme de peur de se faire voler nos connaissances, nos biens, tout ce qu'on a, on a l'impression qu'il faut le préserver, alors que là-bas, ils sont dans le partage. Ouais, La c'est logique de naturel en base, fait. c'est j'ai un bol de riz, je te donne la moitié, c'est juste logique, tu vois. Ok, d'accord, il Tandis ne se pose pas de questions. quand- Putain, moi je vais peut-être pas avoir assez à manger. Quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Je pense qu'ils sont plus dans le moment présent, tu vois, des choses. Ok. Tandis que nous, on est dans la projection. Et si jamais il arrive ce qui est ça, mais qu'est-ce qui va se passer? Il faut que je prévoie et tout. Ouais, nous on anticipe beaucoup, quoi, Voilà. parce qu'on a une certaine peur peut-être de manquer de quelque chose ou quoi. Mais... Moi, c'est comme ça que je l'ai interprété, en tout cas. Et là, je retrouve un côté naturel des choses qui m'a fait une claque, quoi. Je me suis dit, j'ai rien compris. Qui t'a fait beaucoup de bien, quoi, du coup, aussi, je pense. Ouais, je pense que à l'époque, ça m'a fait surtout une claque. J'ai pas trop compris. Et voilà, et ça m'a pris beaucoup de temps à intégrer ça et à sortir de mon moule, tu vois. Ouais, Mais ça a posé comme une graine, tu vois. Un peu qui devait prendre le temps de germer. Ouais, Qui, pour moi, a pris 10 ans à germer, un peu plus même. Mais en tout cas, ça a ouvert quelque chose. D'accord, ok. Super intéressant, là, le début de l'histoire. Et du coup, j'imagine que là-bas, tu as un petit peu plus trouvé ta place, je pense. Ouais. Et tu as fait quoi après là-bas? Tu es resté combien de temps Je suis resté 1 an. Bon, je pense que pour rester fidèle à mon début de vie, j'ai eu du mal à m'intéresser aux études. Et j'ai passé plus de temps à créer du lien social, à rencontrer des gens, parce que c'était tellement passionnant, les gens que j'ai rencontrés là-bas. Ouais. J'ai beaucoup traîné avec des gens du milieu de la danse, du cirque, des gens qui sont aussi dans le chamanisme, des choses comme ça. Du coup, j'ai été ouvert à un monde complètement nouveau. Je me rappelle aussi mon prof de philo en terminale là-bas. Il y avait des rumeurs comme quoi il prenait 2 fois par an un rituel chamanique. Et moi, il m'avait bluffé cette personne quand je l'ai rencontré parce que c'était vraiment le type de personne, tu sens, il y a une aura, il y a quelque chose qui dégage. Tu avais l'impression quand il marche, il pouvait y avoir la grêle, un peu comme on avait là juste avant, l'orage, tout ça, et lui était toujours bien, tu vois. Pas affecté par l'environnement. Stoïque de façon un peu, quoi. Stoïcien complètement. Stoïcien, et d'ailleurs, on pourra en revenir après, mais la méthode Wim Hof, c'est vraiment une approche nouvelle du stoïcisme aussi, on pourrait dire. C'est vrai? Ah ouais, ok, d'accord. Par rapport au fait de pas avoir d'émotion sur le froid, de pas montrer, subir les de choses, pas subir, tu vois, de se rendre compte que ce qu'on génère, c'est beaucoup de l'intérieur, en fait. Qu'est-ce qu'on met dans le sens quand on vit quelque chose? Qu'est-ce qu'on met derrière? On peut choisir d'être une victime, de subir les choses, ou juste de trouver nos ressources et la posture qui fait que ça va aller au final. Pour passer au-dessus et passer au-delà. Mais ça demande un chemin intellectuel un peu. Ouais. Alors des fois, on réagit avec les émotions directement, sans avoir pris le temps d'analyser les choses. Et du coup, je pense que dans un premier temps, il faut apprendre à analyser les situations avant de réagir. Quoi. C'est un apprentissage et malheureusement, dans l'éducation de base, c'est pas quelque chose qui est instruit. Pour la plupart des gens. Ouais, je sais pas par rapport à quoi dans l'éducation. Dans le système scolaire, on apprend les maths, l'histoire, plein de choses, mais sa gestion émotionnelle, tu vois. C'est de l'autre côté, ouais. Voilà. Bon, il y a un peu la philo qui peut l'aborder, mais il faut vraiment. Mais c'est très tard. C'est très tard. C'est très tard Tu pourrais ça l'aborder directement en primaire, tu vois. Mais avec peut-être des trucs simples. Respirer correctement, apprendre aux enfants à respirer correctement, à se tenir correctement, etc. Il y a plein de choses, à mon avis, qu'on peut mettre en place pour que les gens, après, arrivent à gérer leurs émotions. Et après, dans le milieu professionnel, ça peut être que bénéfique. Parce que je pense que le nombre de conflits qu'on peut avoir en entreprise, avec des amis, juste parce qu'on ne discute pas, en fait, et qu'on est chacun borné sur nos histoires et sur nos émotions, après, ça pète. Et je pense que si chacun arrive à faire ce que tu fais, le chemin que tu as fait, etc., sur analyser les situations, prendre du recul, etc., je pense que ça peut que être bénéfique pour la suite des choses. Sûr. Donc, pour en revenir, donc là, tu es en Amérique du Sud. Ouais. Après, tu restes 1 an, c'est ça? Je reste 1 an. Tu restes 1 an et je pense que ça a un petit peu chamboulé des choses dans ton intérieur. Si tu veux que je développe un petit peu sur l'histoire, notamment de l'approche chamanique que j'ai vécue là-bas. Ouais, carrément, ça peut être intéressant. Est-ce que ça t'a apporté après à ton retour en France? Comment tu l'as analysé, etc. Complètement. Alors, il y a cette histoire de ce prof de philo qui en jetait pour moi, tu vois. C'était impressionnant à cet âge-là de voir quelqu'un qui avait... Moi, je me suis dit, je veux être comme ça plus tard, tu vois. Mentor. Je veux que ça rayonne, je veux que ça soit fluide, les choses. Je veux pas être pris dans des méandres comme j'étais pris à l'époque, tu vois, émotionnel, tout ça, de subir les choses. Et je voyais cette personne qui faisait ça et j'avais entendu qu'apparemment, il avait fait un rituel qui s'appelle le San Pedro. San Pedro, c'est le nom d'un cactus. Okay. Ou un autre nom, c'est Wachama. Okay. C'est le rituel en Amérique du Sud. C'est un cactus qui a des psychotropes. Hein. C'est de la
mescaline, en fait. Ok, C'est d'accord. jamais la substance qu'il y a dedans. D'accord, ok. Et du coup, avec mes amis, on prépare ce rituel. Donc, je vais me chercher le cactus, je le découpe, on le pèle, on fait bouillir dans l'eau plusieurs heures, tout ça. On va chercher des champignons un peu comme les psyllos, Oh tu là vois, là. dans les bouses de vache, ce genre de truc. Ouais, on est parti. Hein. Et enfin, mais ce qui est intéressant, c'est que je participe à tout le processus, tu vois. Mais attends, mais ça, vous l'avez fait seul sans être accompagné? Mais c'est des amis. Bon, ils étaient au lycée avec moi. Il y en a un qui, il y avait lui et son grand frère. Le petit frère était au lycée avec moi. Ok, Donc, eux, ils avaient déjà fait ça. d'accord, Ils m'ont ok. présenté leur chaman, tout ça, mais on devait contribuer à préparer À tout le préparer, rituel. Tout le ok, rituel. d'accord. Les composants, on l'a préparé ensemble. Donc lui, il m'a guidé. Hein. Il me disait ça, c'est le D'accord, bon ouais, champignon, ça, c'est le bon truc. Il Ok, avait ouais. l'habitude de le faire. D'accord. Du coup, on a fait tout ça. Et après, donc on arrive à un moment, on se retrouve devant une hutte de sudation Mhm. avec un groupe. Il y a un chaman qui nous guide. Et on rentre, on était une quarantaine comme ça, dans une hutte. Donc c'est une espèce de structure en bois sur laquelle on a mis des couvertures. Et on rentre là-dedans, très serré, tu vois, un peu comme un sauna hammam, mais en immersion. On est presque à poil et on est 40 dans un tout petit espace, tu vois, comme ça, tu transpires sur les autres à côté, quoi. Oh là là. Et là, on rentre et au milieu de ça, ils mettent des morceaux de pierre chaude sur lesquels ils mettent de l'eau. Et du coup, ça crée énormément de vapeur, Ouais. il fait chaud. Du coup, on commence à avoir des vertiges et là, on chante. Et ils chantent beaucoup de chansons sur la terre, la gratitude de la terre-mère, tout ça. Après, on sort de là, on commence à prendre des substances et le truc, il dure toute la nuit. Et au bout de quelques heures, il y a des gens qui commencent à vomir, des trucs comme ça, qui expectent des choses, qui laissent sortir, des émotions, beaucoup de pleurs aussi, des choses comme ça. Et cette substance, moi, ce que ça m'a fait, c'est me sentir tout petit et beaucoup d'humilité vis-à-vis de la gratitude de la Terre, tout ce qu'elle nous donne, tu vois, l'humanité aussi, même ses frères humains, tu vois, tout cet amour qu'on peut générer. Et moi, me rends compte à quel point j'étais en décalage avec mes petites peurs, tu vois, notamment, comme je disais avant, les petites peurs que je vivais d'occidental, ok. tu vois, tout ça. Ouais. Et du coup, je me rappelle très bien mon ami, avec son frère notamment. Euh, le petit frère avait récupéré la copine du grand frère, tu vois. Et notamment, il était là, je suis désolé d'avoir pris ta copine et tout ça. Et le grand frère qui disait, ah mais je comprends tout à fait, moi j'étais trop pris dans mes occupations, j'avais pas assez de temps et d'énergie pour elle. Donc c'est très bien, je suis content qu'elle soit heureuse avec toi maintenant. Et moi j'étais tellement à des années-lumière de pouvoir imaginer avoir ce genre de conversation. Alors que moi, si on me prenait une copine, à l'époque, c'était c'était la fin du monde, c'était la guerre, tu vois. C'est une bagarre là. Ouais, C'est la bagarre normalement. Et là, je voyais qu'on pouvait avoir un lien, tu vois. Et du coup, accepter les émotions, la vulnérabilité, reconnaître ses torts aussi, tu vois, des choses que je connaissais pas. Ça m'a fait vraiment une claque et je me suis dit, ma vie sera plus jamais la même. Mais là, du coup, tu es dans un état second un peu? Oui, t'es quand même dans un état second. C'est comme si tu as laissé tomber toutes tes barrières, tous tes masques, tout ça. Tu laisses tomber toutes Mais tes... tu as quand même des idées claires quand même. Tu arrives quand même à réfléchir à Ouais. des trucs clairs, etc. Ok, d'accord. Pour moi, c'est ça, hein, la plupart des substances. Tu vois, ça t'amène à des choses que peut-être dans le quotidien, tu essaies de mettre dans des boîtes, dans des coffres parce que c'est inconfortable. Ouais, Et ben là, ça fera exploser ces coffres. Donc Ok. c'est là, t'as pas le choix, tu dois les voir. D'accord, ouais, donc les mets devant toi et tu dois les Voilà. assumer. Et quelque part, ça te Et ça désinhibe ramène un peu, beaucoup. quoi, peut-être un peu. Ça fait peur au début, Ouais. mais une fois que tu l'as fait, il y a beaucoup d'amour et de légèreté là-dedans. Tu te sens bien après le. Ouais. Je pense qu'il y a une retombée un peu. Voilà. Je sais pas comment ça. En général, tu es fatigué parce que l'émotion que tu traverses, Ouais, ça pompe de l'énergie. Ouais. Donc mais tu te sens plus léger. Tu sens qu'il y avait comme un nœud dans l'estomac ou ailleurs qui te bloquait avant. D'accord, ouais. Et maintenant, tu te sens, waouh, c'est plus là. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Et du coup, après, là, tu en as ressorti du bénéfique et tu as réussi à travailler là-dessus pour avancer un petit peu avec tout ce que tu as ressenti là, avec cette expérience-là. Comment tu l'as analysé après, par la suite? Voilà. Donc, moi, sur le coup, je me dis, c'est bon, je vais aller vivre dans les bois presque, tu vois. Ma vie, elle avait aucun sens avant. Mais bon, après, je pense que le naturel revient en galop aussi, tu vois. L'éducation, les habitudes. Moi, j'étais pas mal dans les jeux vidéo, tu vois, ce genre de trucs quand même. Et il y a ça qui revient. Et je pense qu'une semaine après, ma vie était redevenue comme avant. Comme si c'était rien passé. Ouais, c'est dur de tout changer. Voilà, c'est dur de tout changer. Mais je pense que ça m'a, comme on dit, créé une étincelle ou posé une graine qui m'a fallu du temps pour mûrir. Et voilà, un peu plus tard, donc une dizaine d'années plus tard, j'ai laissé cette graine pousser. Ouais, ça a ressurgi peut-être un peu et ça t'a construit quelque chose, quoi. Du coup, après, tu retournes en France, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, il est pas sûr. Ouais, c'est ça. Ouais. Excellent. On vous présentera après. Ça marche. Ouais, c'est toujours bon. Ouais, du coup, tu retournes en France et qu'est-ce que tu fais après là lorsque tu reviens? Je pense que
il y avait ce côté exalté, tu vois, d'un nouveau pays et tout ça, de rencontrer plein de Excité, quoi, un personnes. peu. Puis j'avais des moyens financiers, enfin, mon père me laissait un peu d'argent, tu vois. Il y a Mm. le niveau de vie qui était quand même beaucoup moins cher qu'en Ouais, je France. m'en Donc doute. j'arrivais avec les moyens d'un Français dans un pays où c'est moins cher. Donc aller faire la fête, ça me coûtait rien, tu vois. Donc quand je suis revenu, il y avait un décalage entre avoir une vie d'expat et Mhm. revenir en France. Et c'était dur. Ah, je m'en doute, toi, tu prends un petit Ouais, coup, quoi. Rien que le pouvoir d'achat. c'est ça, le pouvoir Ouais. d'achat, il retombe. Je me rends compte que finalement, j'ai pas eu mon bac, vu que j'ai trop. Ah, tu l'as pas eu, du coup. À cette époque-là, je l'ai pas eu. Donc je reviens à 23 ans, là, j'ai pas mon bac, je sais pas ce que je vais faire de ma vie. En même temps, j'ai été tellement décalé par ça que j'ai un mal-être qui surgit, tu vois, un décalage. Et je me dis, Tu retombes un peu dans ce que tu as vécu. mais pire, je pense. Il y a eu un moment où c'était pire, tu vois. Après cette exaltation, tu vois, Ouais, ouais. quand je suis Tu redescends, retombé, en fait. De toute façon, quand ouais. tu montes haut, des fois, il y a la Hmm. retombée. Je pense que j'ai fait une dépression, même si elle n'était pas diagnostiquée. Je suis pas allé voir forcément. Mais je suis resté presque un an dans ma chambre à jouer aux jeux vidéo, tu vois. D'accord, ok. Voilà. Personne te mettait de la pression, il faut que tu ailles travailler, il faut que tu sortes. T'étais un peu livré à toi-même ou après t'étais Ouais, je majeur, pense quoi. que j'avais ma mère et ma sœur qui étaient présents. Ouais. Mais bon, en même temps, je veux dire, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux dire, Mm. si quelqu'un il n'est pas bien, Ouais, ouais, bon, il est dans voilà, sa chambre, il fait pas de conneries, il est là. voilà. Je pense que ma mère a essayé d'être une ressource, mais bon, c'était pas forcément évident. Et je sais plus comment je suis arrivé, mais ce qui m'a aidé pas mal, c'est de commencer à m'occuper d'enfants. J'ai Ah, commencé bien. à faire de l'animation. D'accord, ouais. Ouais, dans un centre de loisirs sans hébergement, j'ai commencé à me former pour faire le BAFA. Et, et voilà, et ça, c'était bien d'être avec des enfants. Du coup, ça Tu t'a vois. fait sortir un peu de peut-être Ouais, ta sortir. carapace, Et etc. puis voilà, et puis les enfants, ils ont quand même un rapport simple à la joie, tu Mais vois, oui, c'est c'est ça. instantané, tu vois, ça Exactement, ramène, exactement. c'est pétillant. C'est la légèreté, quoi, hein, ouais. Voilà. Ils Donc, sont réceptifs aussi. ouais. Et du coup, tu les accompagnes aussi. Mm, Quelque part, tu es responsabilisé aussi parce qu'il faut que tu fasses mm, attention à eux. bien Ça sûr. t'apporte une certaine confiance. Mm, Et le fait de t'exprimer aussi devant des gens, ouais. c'est hyper important après pour ta confiance, etc. Ouais, je pense qu'à l'époque, j'avais encore peu de confiance en moi. Ouais, mais c'est comme ça que tu l'as construit, hein. Voilà, j'ai commencé par ça. C'est vrai, j'aime beaucoup raconter des histoires à des enfants. Tu vois, ils sont captivés, leurs yeux ils brillent, ils sont Et là. tu vois que t'intéresses quelqu'un. Voilà, C'est ça, trop bien. c'était cool. Ouais, ouais, ok. Du coup, ça t'a aidé Ouais. après. Et donc, de fil en aiguille, après, je me dis, bon, j'ai quand même envie de capitaliser un peu sur ce que j'ai déjà fait. Mhm. Et moi, à cette époque-là, je me suis dit, je veux faire ethnologue. Tu vois, je veux faire des études pour promouvoir les cultures tribales et pour amener une compréhension, peut-être aux Européens, aux Occidentaux, qu'il y a beaucoup de richesses dans la culture tribale, dans le Mhm. rapport simple, tout ce que j'ai découvert quelque Ouais, ce part que en Équateur. ouais, ouais. Et je commence à faire des cours d'histoire pour avoir un diplôme pour entrer à la fac, DAU, diplôme D'accord, d'accès aux études ok. universitaires. J'arrive à la fac, j'ai 26 ans. C'est Ouais, passé encore un peu t'es de en temps. décalage aussi avec Donc le voilà, DL1. je suis en Bon, décalage. ça se voit un peu moins. Ouais, l'âge. j'avais 7-8 ans de plus, quoi. Ouais, ouais. Et voilà. Mais bon, j'aime bien cette posture. Du coup, peut-être à l'époque au lycée, tout ça, ou même au collège, j'avais du mal à trouver ma place. Là, avec la maturité en plus, j'en jette un peu plus, on va dire. Ouais, ouais, ouais. Voilà, je m'investis dans l'associatif, je me fais des amis et ça commence à être cool. Et Ok. d'ailleurs, les amis que j'ai, les plus vieux maintenant, ils datent de cette époque-là, D'accord, de ok. T'as sociologie. gardé Ouais. contact, quoi. Et là, j'ai fait 3 ans, mais au bout d'un moment, je me rends compte que c'est quand même long d'arriver à devenir chercheur. Et je me dis, bon, je ne suis pas sûr de mettre l'énergie pour étudier pendant encore 4 ans. T'as fait une licence, du coup, Que j'ai pas eu. J'ai validé mon un bac plus DUG, 2. peut-être. Ouais, Ah, un c'est un DUG, DUG, voilà. ouais. Ok. J'ai pas fini la licence. Et voilà. Donc, Juste pour revenir sur l'ethnologie, pour ceux qui connaissent ouais. pas, tu peux présenter un petit peu ce que Donc, c'est rapidement, la alors définition. l'ethnologie, ça va être les personnes, c'est des scientifiques, par Mhm. exemple, enfin, ethnologues, qui vont dans des cultures à peu près des aborigènes, tu vois, les aborigènes, qui vont là-bas et qui vont aller vivre avec ces gens et documenter tout. Faire des D'accord, rapports, ok. si tu veux, sur leur mode de vie, Ok, comment est le rapport homme-femme, comment ça se passe avec les enfants, quelles sont leurs routes, leur culture, ok. comment ils fonctionnent. Parce qu'on a tendance à penser que tout marche comme chez nous, peut-être de Ouais, base, c'est ça, alors qu'en ouais. fait, il y a des gens, ils ont des valeurs très différentes. Peut-être, nous, on est dans une culture qui est plutôt patriarcale, même si c'est en train de changer. Mais il y a des cultures où c'est les femmes qui ont Qui gère l'autorité, le qui foyer, transmettent, quoi. voilà, Ok. et qui transmettent les valeurs, qui ont leur mot à dire plus que les hommes. Voilà. Il y a des endroits Ouais, c'est chez qui c'est différent, ça. quoi. Il y a Ouais. des endroits chez qui ils partagent les enfants, ils éduquent les enfants ensemble. C'est pas la famille nucléaire comme chez nous. Ouais, Voilà. ok. Après, le rapport à la nature, il peut être complètement différent. Ok, d'accord. Et Et plein en de quoi choses. ça diffère de la sociologie? La sociologie, c'est plus appliqué sur la culture, enfin, qu'on connaît. Et l'ethnologue, il va faire plutôt, c'est plus
sur des plus petites échelles aussi. D'accord, En général, ok. c'est dans une tribu avec 10-20 personnes, des choses comme ça. Ok. Donc sociologique, ça peut être sur un bord, sur des milliers de personnes, des millions de Ouais, c'est personnes. des plus gros Et puis bassins, quoi. on va aussi chercher plus les choses rationnelles dans Mhm. la sociologie pour avoir tiré des conclusions. Tandis que l'ethnologie, ça pourrait être plus un récit de voyage presque. Ok, d'accord. Ok. Tu observes, tu prends des notes de ce que Voilà. tu observes, et après, t'en tires quelque part des conclusions aussi, peut-être, ou même Ouais. pas trop ou... Voilà. Bon. Ok, Moi, c'est d'accord. comme ça que je l'ai compris. En tout cas, je suis pas allé jusqu'au Ouais, bout. t'es Donc, pas allé jusqu'au bout. Ouais, voilà, peut-être Ok. Du s'il y a un ethnologue qui nous écoute, Ouais, il aura va une vision compléter. différente. On va commenter. Voilà. D'accord, donc tu fais tes études là en Ouais. ethnologie, t'arrêtes, et quand est-ce que tu commences un peu à t'intéresser à tout ce qui est méthode Wim Hof, la respiration, le yoga, la PNL, comment tu rentres un peu là-dedans? D'accord. Je vais essayer de faire bref, mais il y a encore une étape Vas-y, avant, vas-y. si jamais tu veux que j'arrive Vas-y. vite au truc. Mais Vas-y. en gros, comme l'ethnologie, ça marche pas, je bifurque sur l'informatique. J'avais quand même des facilités. J'étais beaucoup sur l'ordinateur depuis que Ah j'étais ouais. jeune. Et du coup, je fais une formation professionnelle pour être développeur informatique. Ok, Je continue des cours d'histoire pour être presque ingénieur. J'ai tout fait sauf la soutenance de fin. ouais. Donc, je n'ai jamais été vraiment ingénieur, mais pas loin. Et je bosse pendant 7 ans dans l'informatique, notamment dans un grand groupe bancaire. Ok. Et voilà, au début, je pense que ça m'a donné aussi de la confiance, d'avoir des projets intéressants, de Mhm. voir que ouais, je faisais des trucs, c'était quand même bien. Et au bout d'un moment, le monde du travail qui, pour moi, n'était pas en respect de l'humain, par des logiques de concurrence et de performance dans le monde du travail. Ben, on cherche la rentabilité, donc on presse les gens quand même. Et je Ouais. voyais, enfin, c'était pas le cas quand je suis arrivé, mais au bout de la 7e année, j'ai vraiment vu de plus en plus que ça donnait ça. Et j'ai vu des gens aller mal, en fait. Et c'est ça qui a mobilisé vraiment le changement qui m'a fait venir à la méthode Wim D'accord, Hof. ok. Parce que j'ai vu mes collègues avoir des problèmes de santé, de dépression, de burn-out, des choses comme ça. Et je me suis dit, c'est pas possible de fonctionner comme ça. Moi, je veux, comme j'avais cette connexion avec l'humain, tu vois, le vivant que Ouais. j'avais Cette capté, sensibilité-là. cette sensibilité-là, ouais, exactement. Je me suis dit, moi, je veux aider les gens à aller mieux. Et pour moi, ça a toujours été important de ne pas être, tu vois, complètement déconnecté de la société. Donc, pas Ouais. aller vivre dans une grotte, typiquement, Ouais. mais voir avec la richesse que j'ai de cette connexion à des choses peut-être un peu que tout le monde n'a pas accès par mes voyages et tout, je veux pouvoir apporter de la valeur à monsieur tout le monde, à la personne qui est dans Aider les une vie gens, urbaine. quoi. Voilà, aider T'avais les cette gens envie d'aider les gens. qui sont dans une logique un peu comme tout le monde, quoi, avec je dois payer mon crédit, je dois Ouais. éduquer mes C'est gosses, ça, ouais. je dois travailler, mais qu'est-ce que je fais? Comment je peux avoir le temps d'être bien avec ça? Avec une logique un peu économique derrière, quoi, pour que tu puisses vivre Voilà, de ça, aider les gens. vivre dans en la aidant. société dans laquelle on vit, Ouais, sans être en sans nier décalage. Ouais. voilà, ce qu'elle apporte, mais aussi trouver des moyens de se ressourcer. Ouais, le meilleur des deux mondes Voilà, pour toi. c'est un peu l'idée. Ok, d'accord. Ouais, parce que tu as vu des gens un peu fondre au travail, quoi, je Voilà, pense, c'est ça. tomber dans le burn-out, etc. C'était en quelle année à peu près ça pour resituer? C'était vers 2015. Ah, 2015, c'est quand même assez récent en fait. Voilà. C'est assez récent. Ça, c'est Ok. récent. Du coup, après, tu commences à t'intéresser, je pense, à tout ce que tu fais. Le yoga, je sais pas par quoi tu as commencé. Qu'est-ce qui t'a attiré le plus pour pouvoir aider les gens? J'ai commencé par l'hypnose. Ah, intéressant. Ok. Voilà, mais c'était vraiment pour moi, j'ai vu quelqu'un qui hypnotisait des gens et ça m'a scotché ce qu'on pouvait faire juste avec des mots. Mhm. Et de fil en aiguille, je suis vite arrivé aux états conscience modifiés et à la respiration Wim Hof, en fait. C'est là, ouais. Qui pour moi était un moyen plus direct encore. J'avais besoin de contrôle quand même à l'époque, beaucoup. J'avais du mal à lâcher prise. Tu vois, c'est comme Mais si... c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile. Et du coup, le fait que ce soit moi-même qui induise mes états modifiés par la respiration, Mhm. parce que la respiration Wim Hof, c'est une respiration intense qui est proche de l'hyperventilation. Ouais. Et quand on a une ventilation rapide comme ça va modifier la chimie du sang, et notamment le rapport avec le dioxyde de carbone, qui va créer par moment du manque d'oxygène, qui va pouvoir quelque part déconnecter un petit peu le cerveau. Ouais. Et du coup, là, on arrive à une connexion à des couches plus profondes, notamment le rapport au corps, au ressenti. Et j'aime bien cette idée que quand on est dans le ressenti, quand on est en train d'écouter ce qui se passe dans le corps, si on est attentif à ça, on n'est pas dans la tête. On ne peut pas être en train de se projeter, donc on n'est pas dans la peur, au final. On est dans une présence intense aux choses. Ouais, le moment présent, en fait. C'est ça. Ok. Et là, là-dessus, tu peux interagir un peu plus avec tes émotions. Ou comment tu fais pour un peu mettre le cerveau de côté, parce que c'est pas facile de débrancher la machine.
Bah, en fait, c'est mécanique, ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul avec la respiration. Voilà. La respiration MIMOF, elle te déconnecte. Tout ce qu'il faut, c'est lâcher prise suffisamment pour aller loin dans l'exercice. Ouais. Donc je dirais, si tu veux pas lâcher prise, si tu veux serrer vraiment les fesses et que tu dis non, je veux pas, bah, tu vas respirer moins vite. Mais si tu oses respirer vite, et si tu suis les instructions faut être guidé. Hein. Qu'on guide dans la méthode, c'est mieux d'être guidé par quelqu'un qui sait. Quoi. Voilà, les vidéos de YouTube, je sais pas. Enfin, la plupart des gens tout le monde, quand il vient en atelier ou a déjà essayé. Pas forcément déjà essayé, mais ceux qui ont déjà essayé, ils décrivent que ça n'a rien à voir en groupe quand c'est guidé, que tout seul chez soi. C'est plus intense, c'est plus profond, on se sent en sécurité, donc on peut lâcher tout, quoi. Donc chez soi, tout seul, tu dis toujours, est-ce que je fais bien au final, ou t'as parce qu'il y a une mécanique respiratoire un peu particulière. Il y a une mécanique, aussi bien l'intensité respiratoire, elle est importante, l'amplitude, la fluidité et le rythme. Le rythme aussi. Et des fois, tu as l'impression que tu tiens le rythme, mais tu le tiens pas. Alors, quelqu'un qui vient te dire presque à l'oreille, Coco, accélère un peu là. Il y a un tempo à suivre. Il y a un tempo, ouais. Okay. Après, il peut dépendre du groupe, on peut travailler différemment. Il y a tout un panel de comment travailler cette respiration. Mais dans une optique d'aller dans des couches profondes, quand même soutenir un certain rythme. Et au bout d'un moment, du coup, le cerveau se déconnecte, le corps devient très présent. Et l'idée, c'est que le corps, il sait faire des choses tout seul, quoi. On pense qu'on a besoin de la tête tout le temps pour régler des choses. Ouais. Mais il y a quelque chose qui se passe naturellement dans le corps. Il y a des blocages qui sont bloqués dans différentes parties du corps. Et quand on travaille le corps intensément, comme ça se libère tout seul. Et ça rejoint aussi ce qu'on pourrait dire en PNL. On n'est pas obligé de comprendre les choses pour qu'elles se passent. Ouais, quand tu accèdes sur les couches profondes, dans PNL, on dit c'est neurologique. Ouais. Bah, quand tu travailles sur les couches profondes, tu n'es pas obligé d'avoir la compréhension pour que la chose se fasse. Pour que ça se règle ou... Voilà, c'est ça. Okay. Dans notre culture, on pense beaucoup qu'il faut comprendre les choses pour que ça se règle. Alors que souvent, les mécaniques sont plus ancrées dans le cerveau cognitif et ça va prendre beaucoup plus de temps et ça va être beaucoup plus dur de les régler par la conscience. D'accord, il faut se laisser un peu emporter, voilà, se laisser un petit peu emporter, se laisser un peu guider, peut-être parce que le corps nous dit. Ouais. Je pense dans le sport, on retrouve des moments comme ça. Ouais, il y a il faut écouter des sensations en fait. Ouais, voilà. Moi, je fais du judo, du coup, il y a ce côté sensation, ressentir ce que fait l'adversaire ou le partenaire pour pouvoir, moi, ensuite agir. Si tu es tout le temps c'est important d'intellectualiser les choses à un moment donné pour comprendre un petit peu, mais des fois, il faut mettre le cerveau de côté. On dit, tu le mets sur le bord du tapis et tu écoutes ce qu'il dit. Tu fais attention à ce qui se passe dans tes doigts, dans tes bras, etc. Comment il se déplace. Et après, tu arrives à faire des choses et tu te surprends, en fait. C'est ça qui est super intéressant. Et là, je pense que c'est pareil. Quand tu accèdes à ce que tu appelles les couches profondes, c'est quoi les couches profondes pour toi? C'est quand tu dis des couches profondes, c'est ressentir le sang qui circule ou imaginer le sang qui circule. Ça peut être plein de choses différentes. Ça va dépendre d'une fois à l'autre. Mais souvent, il y a une notion de picotement. Ouais. Tu vois, maintenant, moi, ça m'agace un petit peu quand je me dis, quand j'étais au collège, en sport, tu avais des picotements, on te dit, mais secoue les mains, tu sais, il ne faut pas sentir ça. Et maintenant, dans la logique dans laquelle je suis là actuellement, en général, quand il y a le picotement, c'est qu'il y a une accumulation d'énergie, tu vois, dans le corps. Et c'est un signe qui est plutôt cool, tu vois. Ça veut dire que tu as laissé monter quelque chose, qu'il y a quelque chose qui circule. Si on prend que tout est énergie, tu vois, si en physique quantique, ce genre de choses, la vibration des cellules du corps, on peut la sentir. Et c'est plutôt cool. Donc, c'est un bon signe. C'est un bon signe. Ça veut dire que ça circule. Contrairement peut-être où dans la vie de tous les jours on est noué, on laisse pas le temps aussi aux choses. Quand on est occupé à courir dans tous les sens, que ce soit par notre mental ou même physiquement, parce qu'on doit aller faire les courses, on doit aller chercher les gosses, on doit faire ci, faire ça, mais quelque part on se distrait beaucoup. On s'oublie. On s'oublie. Et quand on laisse le temps, quand on laisse l'espace, il y a plein de choses à comprendre, à écouter dans le corps. Bien sûr. Voilà. Et du coup, après, je pose une question là comme ça, mais ça n'a peut-être pas de lien. Mais quand tu aides des gens comme ça, par exemple, à quelle fréquence il faut le faire pour retrouver un petit peu un certain bien-être, dissiper un peu le stress qu'on peut avoir dans la journée? Et même toi, comment tu l'as ressenti au début de ta pratique? Alors, pour moi, c'est important de définir pour chaque personne qu'est-ce qu'elle veut déjà, l'objectif. Je veux dire, est-ce que c'est juste des performances sportives? Est-ce que c'est carrément, j'en ai marre de ma vie comme ça, je veux qu'elle change? J'en ai marre d'être stressé, de ne pas dormir, tout ça.
À un moment, je pense que pour que l'être humain ait envie de changer, il faut qu'il y ait un sentiment de ras-le-bol ou quelque chose de dire je ne veux plus continuer comme ça, je veux atteindre ça. Un stop, quoi. Voilà, un stop. Et là, ça te donne une énergie, un effet moteur, un petit peu de dire bon. Parce que c'est dur de changer quand même. Mais c'est super dur, bien sûr, parce que quelque part, des fois, on est dans un confort aussi. Voilà. On se plaint de certaines choses, mais on n'y est peut-être pas si mal finalement. Voilà, après, c'est imbriqué aussi avec l'identité souvent, tu vois. Et te dire je suis ci, donc moi je suis comme ça. Je suis colérique, je suis quelqu'un qui dort mal, je suis insomniaque, je suis quelqu'un qui tombe tout le temps malade. On se conforte là-dedans. Donc voilà, je suis tout le temps malade, donc c'est bien. J'ai des congés maladie d'un côté, et puis après les gens me plaignent, il a une santé fragile, donc on va pas trop le brusquer, tu vois. Ça peut être lié à l'identité. Du coup, à un moment, il faut dire, bah non, je reprends le contrôle. Le contrôle quelque part, mais un contrôle qui est sur la responsabilité que j'ai dans les choses. Et pour moi, c'est ça que j'ai eu envie de faire, parce que j'en avais marre de ces manques de confiance en moi. C'était beaucoup lié au rapport aux femmes aussi pour moi. J'en avais marre de ne pas pouvoir tenir des copines, de ne pas être confortable même au pieu. Tu vois, j'avais peur, j'avais stressé, angoissé. Je me suis stressé, donc tu vois, même à 30 et quelques, j'avais des problèmes de panne, tu vois, par exemple, si on peut dire des trucs perso, parce que j'étais trop stressé. Et à un moment, je me suis dit, je veux me détendre. Et si je serais plus détendu dans ma vie, globalement, je serais aussi plus détendu avec les femmes. Et donc, je me suis dit, je vais trouver des moyens de me détendre. Et pour moi, la méthode Wim Hof, c'était complètement ça. Donc, j'ai fait ça. Ok, trop bien. Pour les femmes, au début. Mais c'est un bon moteur. Ouais, c'est un bon moteur. C'est un bon moteur. Voilà. Okay. Et du coup, voilà, en fait, en respirant intensément, je lâche prise et je me détends. Et surtout, c'est après, tu te rends compte que j'avais jamais connu cette sensation d'être aussi détendu. Et je me suis dit, il faut que je le fasse de façon régulière. Comme j'étais très stressé, comme j'avais beaucoup de problèmes de manque de confiance en moi, pour réimprimer quelque part quelque chose de nouveau, pour réapprendre quelque chose de nouveau, il faut beaucoup de répétitions. Ouais, là, on parle de discipline, c'est pareil en sport. Comme sport. Il faut répéter les choses pour acquérir et que ça soit quelque part automatisé. Donc, pendant 2 ans, je pense, je l'ai fait pratiquement tous les jours. Et ça c'était en parallèle du coup de ton travail. Voilà. Tu continues à travailler en même temps que tu J'étais en informatique encore à l'époque. Ouais. Je sais, il y a même des moments, quand c'était stressant au travail, je faisais 2 fois par jour. Le matin, je me réveillais, je fais de la respiration. À midi, quand je rentrais chez moi pour couper la journée en deux, je me faisais aussi une respiration. T'en avais besoin quelque part, quoi. Voilà. Et aussi, à cette époque, comme je décompressais en sortant, aller faire la fête le week-end, le vendredi soir, je me faisais un bon bain froid pour rincer la semaine, tu vois, nettoyer tout ça, arriver plein d'énergie et être au taquet pour faire la fête jusqu'au bout de la nuit. C'est vrai. C'était ma vie à l'époque. Ah ouais, parce que beaucoup de monde décompresse le vendredi soir. En fait. Voilà. Tu te mets une grosse charge. C'est bon, tu oublies tous tes problèmes de la semaine. Bon, tu recommences le lundi. Du coup, c'est le bas du lundi. Bon, c'est la routine de beaucoup de monde, en fait. Hein. Mais c'est vrai qu'en implémentant un peu des choses comme ça, en fait, qui sont simples, qui coûtent pas d'argent, en fait, juste de la discipline, de l'accompagnement, tu peux réussir à maintenir le cap et te sentir un petit peu mieux dans ta vie, en fait. Le fait de le faire, tu as remarqué une différence dans ta productivité au travail, peut-être? Je sais pas, dans tes relations aux autres ou... Évidemment, sinon je l'aurais pas continué. Ouais, c'est clair. Je veux dire, moi, déjà, je dormais mieux. Ouais. Je veux dire, après, j'avais une énergie qui était plus constante. J'avais plus d'énergie. Moins de coups de fatigue, c'est ça? Voilà, c'est ça. Mais en fait, notamment si je le faisais à midi, c'est que ça me faisait comme un deuxième réveil. Et j'ai l'impression de recommencer la journée à zéro. Tu sais, j'ai toujours remarqué que j'étais plus productif le matin. Ouais. Et en général, l'après-midi, ça déclinait. Là, en faisant une respiration à midi, je repartais l'après-midi au taquet. D'accord, ça te remettait un coup de fouet plus qu'un café, en fait. Voilà, c'est ça. Ça marche beaucoup mieux que le café. La respiration Wim Hof, c'est un reset du système nerveux. Ouais. Ça travaille sur l'homéostasie. Ouais. Et donc c'est l'homéostasie, pour ceux qui nous écoutent, c'est l'équilibre de différents systèmes dans le corps. Hein, c'est ça, l'équilibre nerveux et tout ça, notamment vis-à-vis du stress. Donc, si tu as un niveau trop bas, tu es léthargique. Si tu as un niveau trop excité, t'es pas productif non plus, tu es trop sur les nerfs. Et là, en stimulant le corps, on va faire des vagues successives de stimulation dans le système nerveux, donc rapport au stress élevé. On l'appelle sympathique, parasympathique, c'est ça, exactement. Voilà. Le mode sympathique qu'on appelle aussi combat au fit, dans la respiration, on monte là. Ouais. Et après, dans la phase d'apnée, parce qu'il y a une phase d'apnée après la respiration rapide, on redescend et on passe en parasympathique. On fait ça en alternance. Et du coup, ça rééquilibre le système nerveux. Donc, si on était un peu fatigué, on a récupéré de l'énergie. Si on était un peu trop haut, ça nous redescend à un niveau plus serein. Ça descend à quelque chose de neutre. C'est un rééquilibrage. C'est relativement idéal dans toutes les situations, en fait. Ouais, ok. Super intéressant. Et du coup,
bah, t'as compris qu'à cette époque-là, j'étais pas trop dans le corps, quoi. Enfin, le rapport au sport, j'en ai pas parlé pour l'instant. Ouais, t'en as pas parlé, oui. Mais du coup, à cette époque, t'avais toujours... Ça vient là. Ça vient, allez, vas-y, on t'écoute. Et du coup, en fait... déjà à 40 minutes. Wow. Ça passe bah, vite, hein. bah, tu faudra couper, Ouais, c'est pas grave. Non, Voilà. je garde tout. Vas-y. Ok. Et du coup, bah là, en commençant par la respiration à connecter à mon corps, je me rends compte que je ne me prends pas soin. Qu'il y a plein de choses qui vont pas, il y a plein de zones qui sont bloquées, des trucs comme ça. Et à un moment, bah, du coup, dans la méthode Wim Hof, il y a un peu de yoga. Mais bon, à l'époque, c'était Wim Hof qui l'enseignait. Et puis, bon, voilà. C'est rigolo, mais il n'est pas très pointu. Bah, tu le remarques maintenant, vu que tu as été formé. Parce que maintenant que j'ai été formé, ouais, par rapport à des gens qui font que ça. Oui. Donc, je suis allé chercher des gens. J'ai fait une école relativement reconnue, une des meilleures écoles aux États-Unis, qui s'appelle Yoga Works. Et voilà, donc j'ai fait des cursus pour d'abord apprendre le yoga pour moi. Donc, je faisais de façon relativement régulière, 3-4 fois par semaine. Hein. Donc, moi, quand j'y vais, j'y vais. C'est bien, tu arrives à te mettre une discipline dans les choses. Voilà. C'est ce qui permet d'arriver aussi. Je me rends compte aujourd'hui, c'est vraiment capital pour moi d'avoir une discipline. Sinon, je fais rien. T'oublies. Hein. Voilà, je me laisse dériver. Et puis voilà. Et du coup, voilà, en 2 ans, je deviens prof de yoga. Et là, ça m'apprend beaucoup de choses aussi, à écouter mon corps, à comprendre comment ça fonctionne, un corps en mouvement, qu'un corps, c'est pas juste un cadeau qui t'est offert à la naissance, ça s'entretient comme une voiture, tu vois. Si tu fais pas la révision, si tu fais pas l'entretien, bah, au moment, tu as plein de problèmes. La facture, tu la payes. Voilà. Ouais. Et après, moi, j'ai interprété ça comme... J'aime bien aussi le processus de la vie, qui est d'avancer en âge. Et peut-être quand tu as 20 ans, tout est permis, quoi. Ah oui. Tu peux faire n'importe quoi, tu payes pas. Tu payes pas, c'est ça, c'est gratuit. C'est gratuit. Et à partir de 30-40 ans, bah là, tu commences la facture, elle commence à être de plus en plus salée si tu ne l'entretiens pas. Ouais, exactement. Et aujourd'hui, un de mes publics que j'aime le plus en yoga, c'est les seniors. Parce que je leur apprends vraiment que même à 70 ans, même 80, il y en a qui ont 83 ans, les plus vieux, mais on peut récupérer beaucoup de choses si on commence juste à prendre soin. À ramener de la conscience, à même dans le quotidien, à ramener des petits trucs pour se tenir droit, tu vois. Exactement, garder un dos structuré. Et voilà, et comprendre comment on bouge, comment on peut stabiliser. Notamment, il y a le problème de la chute à cet âge-là, beaucoup. Donc stabiliser les jambes, les hanches pour qu'elles tiennent bien. Exactement, muscler tous ces muscles stabilisateurs. Quoi, Et ça, c'est passionnant quand on commence à baigner dedans, quoi. Donc le yoga, après, il y a aussi vite l'acro-yoga qui est arrivé. Ouais, là, ça tu peux dire rapidement ce que c'est l'acro-yoga. Ouais, rapidement. Juste pour que les gens... juste juste que je connecte. Donc c'est typiquement du yoga à plusieurs, où on se porte les uns les autres. Et pour moi, il y a beaucoup de rapport à l'autre là-dedans, dans le rapport au toucher, qui est important. Et je pense qu'on a aussi beaucoup besoin de toucher. Du coup, dans notre société, comme dans le judo, mais même dans notre société actuelle, avec tous les mouvements, tout ce qu'il y a actuellement, les attouchements, etc., on n'ose plus trop toucher les gens parce qu'on a peur après de se faire agresser par des gens qui n'ont pas vécu l'expérience comme nous on l'a interprété. Mais ça nie un des fondamentaux de l'être humain, c'est qu'on a besoin d'être touché. Même scientifiquement, on sait que les nouveau-nés, ils ont besoin d'être touchés. Sinon, il y a un taux de fatalité qui est beaucoup plus élevé si jamais on ne les prend pas, on les manipule pas. Il faut qu'ils soient touchés par des humains, ça ne peut pas être un robot. Bien sûr, et à quel moment on dit que l'être humain, il n'en a plus besoin, tu vois? On est des adultes, donc on bouffe le torse, donc on estime qu'on n'en a pas besoin, alors qu'en fait, tout le monde en a besoin. Et ça, tu le vois quand tu commences dans des activités où il y a du toucher, à quel point les gens se sentent mieux après. Et au final, c'est pas forcément toujours d'avoir fait du sport et d'avoir fait marcher le cœur, bien que aussi, mais c'est aussi le contact. D'avoir eu un contact avec les gens, cet échange-là, en fait, qui est important. Rien que regarder des gens aussi, tu vois, c'est une forme de contact, hein, le regard. Ok, d'accord. Vas-y, continue sur je vais revenir à la méthode Wim Hof. Reviens à la méthode. Du coup, tu pratiquais la méthode Wim Hof et tu t'es mis au yoga, du coup. De fil en aiguille, ça m'a ouvert un rapport au corps et du coup, j'ai commencé à faire du sport. Maintenant, je suis quelqu'un qui fait du sport tous les jours, tu vois. Mais c'est quand même la méthode Wim Hof qui m'a ouvert ça. La méthode Wim Hof m'a ouvert 2 choses. C'est l'aspect au sport et à la méditation, pour moi. Connaître cet état de quiétude, de calme, que j'ai pu aussi reproduire aujourd'hui dans ma routine quotidienne. Il y a du sport et de la méditation maintenant. Avec la méthode Wim Hof parce qu'il y a plusieurs styles de méditation un peu, non? Alors, maintenant, moi, je fais une méditation qui est tirée de Vipassana. C'est une école qui est relativement connue en Occident et partout. Et donc, c'est des méditations où tu vas observer les sensations du corps, en fait. D'accord, ok. Voilà. Ok. Du coup, tu pratiques ça tous les jours, ce qui t'apporte un mieux-être. Ouais, c'est ça. Et ton rapport au corps aussi a changé, je pense. Tu as un peu plus confiance
psychologiquement, tu as plus confiance en ton corps, parce que ton corps change aussi hein, quand on fait de Ouais. l'activité physique, on remarque qu'on devient un peu plus musclé, un peu plus gainé, on se Mm. tient un peu plus droit, donc on Ouais. a un peu plus confiance. Voilà, c'est un enchaînement de bonnes choses. Voilà, après, du coup, tu as commencé à pratiquer. Qu'est-ce qui t'a fait passer après sur le côté un peu entrepreneurial, etc. Voilà. Donc, je pense que j'ai toujours ce truc de besoin de sens très fort. Ouais. Et à un moment, je me suis dit, si j'ai eu des galères dans la vie, comme tout ce que j'ai détaillé avant, ben, il faut que ça serve. Et un des plus beaux moyens que ça serve, c'est de le transmettre pour moi. Ouais. Quand on a une expertise dans un domaine, et alors, dans l'occurrence, pour moi, c'était pas mal des galères de vie pendant longtemps. Ouais, mais tu as acquis Voilà. une certaine expérience. Une certaine expérience. Ouais, donc j'étais exactement. bon en galère de vie. Ouais. Donc, ce que je me suis dit à un moment, ben, je peux aider les gens à être moins en galère. Ouais, exactement. Parce que moi, Ok. j'ai beaucoup avancé seul, donc je suis beaucoup tombé, je me suis beaucoup relevé. Donc je me suis dit, bon, bah, maintenant, ça c'est une force. Et notamment, la méthode Wim Hof m'a beaucoup aidé. Et du coup, bah, j'ai fait tout le cursus pour devenir instructeur de cette méthode. Je suis allé voir Wim Hof en Pologne, aux Pays-Bas. Tu l'as rencontré? Ouais, du plusieurs coup fois. Excellent, ok, d'accord. Et voilà, du coup, il m'a transmis toute sa pratique. Et maintenant, ça fait 7 ans que je transmets ça à des groupes pratiquement tous les mois. Tous les mois, ouais, tu Ouais. les amènes dans des endroits. Je sais pas, vous allez où pour faire ça? Alors, j'ai plusieurs lieux. Bon, il y en a à Strasbourg, hein, Ouais, et il y en a aussi un peu plus en nature dans les Vosges du Nord, ou même en hiver, j'ai fait des stages sur plusieurs jours. ok. On va des week-ends, tu vois, dans les Vosges, faire des randonnées en short, aller se baigner dans les lacs où on casse la glace et tout. Ce genre de Excellent. choses, et c'est vraiment cool. J'aime beaucoup le travail en groupe, surtout quand on fait sur plusieurs jours. Parce Ouais, ces qu'on gens on apprennent à crée se un connaître. espèce Ouais. de cohésion, enfin, comme en Ouais, sport, j'imagine. oui, oui, bien sûr. Ouais. Voilà, au bout d'un moment, Une quand tu as un groupe émulation, hein. qui est ensemble et qu'on partage des moments forts, Mhm, ben, ça soude. Et mhm. ça permet aux gens de se livrer, de partager des choses peut-être qu'ils vivent pas dans leur quotidien, que ce soit avec leur famille ou avec leurs amis. Ouais, ouais. Et voilà. Du coup, ce que je transmets, moi, dans ces choses-là, c'est ben, beaucoup de rapport à admettre là où on en est dans la vie. Je pense que ce rapport au masque, ce rapport à vouloir faire comme si on était fort, tu vois, dans beaucoup de domaines, je pense que c'est délétère pour beaucoup de gens. Et apprendre à retrouver une forme d'humilité, de vulnérabilité, c'est ça qui nous permet vraiment de nous relier aux autres. Parce que je pense du moment qu'on bombe le torse, tu vois, et qu'on veut être fort, ben, on nie une partie de nous-mêmes. Et ce qui fait qu'à un moment, on peut avoir plein d'amis, plein de gens autour de nous, mais on se sent seul. Parce qu'on a l'impression que personne ne nous comprend vraiment ce qu'on vit. Ouais, ouais, tu te retrouves pas en fait dans tes relations C'est ça. parce que tu as une espèce d'armure sur Ouais. toi et qui t'empêche de te connecter en fait. Et moi, dans ces pratiques et la méthode Primal Boom, j'ai réuni plein d'approches qui permettent de sentir que c'est super cool de laisser tomber l'armure un petit peu Ouais, et qu'on arrive à créer des liens super et beaucoup de joie et de célébration au final. Même ok. s'il y a des moments où ça fait un peu peur parce que c'est du lâcher prise. Mais c'est tellement libérateur on retrouve une joie d'enfant presque. Tu pourrais nous raconter un peu une anecdote, par exemple là dans ces stages, des gens qui ont laissé tomber un peu le masque, quel type d'émotion ils ont eu. Je pense qu'il y en a qui doivent pleurer, je sais pas, il doit y avoir des choses un peu particulières, non? Je pense pour des gens qui sont accrochés à leurs émotions, qui ont du mal à lâcher prise. À un moment donné, quand ça sort, ça doit peut-être un peu sortir de différentes manières. Ça sort de plein de manières. Après, je veux dire, vu de l'extérieur, ça peut sembler impressionnant, que ce Bah soit ouais. des pleurs, des Oui, fois des oui. cris, des fois des mouvements du corps. Un peu mais à chaque fois, derrière ça, il y a beaucoup de joie et de légèreté et des relations plus sincères. Donc il y a des gens Enfin, récemment, j'ai eu un témoignage de quelqu'un qui avait déjà fait beaucoup de travail sur soi. Il dit « Ah, d'habitude, dans le travail sur moi, on dit qu'il faut être dans le truc sombre, tu vois, il faut accepter la part obscure et tout ça. Et la difficulté, c'est comme s'il fallait tout le temps creuser dans la merde. Et il y a aussi une forme d'ouverture qui est dans la joie. Ouais. Et moi, c'est ce que j'avais trouvé. Tu vois, sans nier les parts de difficulté, bien sûr, si elles surviennent, on les accueille. Mais on peut aussi libérer beaucoup de choses par le rapport au corps, le mouvement. Et ça se fait tout seul, en fait. Il n'y a pas besoin d'aller gratter la merde. Bien sûr. Ouais. Et du coup, j'ai ce genre de retour où j'ai aussi des gens qui manquent de confiance en eux et qui, d'un coup, ben, tu les vois, ils arrivent en début de séjour, ils sont comme ça, tu vois, ils sont effacés. Et à la fin, tu as les gens, ils ont plus du tout la même manière de parler et tout ça. Et c'est dingue. Ils sont c'est plus la même personne. Et aussi, vu que tu as un public peut-être de sportifs, ouais, il y a aussi des gens qui sont dans le sport à haut niveau, tu vois. Et c'est quelque part une recherche de se connecter à soi, mais par la difficulté, et parce qu'il y a un état modifié de conscience aussi dans le sport, la compétition, ouais, des oui, trucs bien comme ça, sûr. où Tu on te arrive à transcendes un peu connecter. sur certaines choses. Ouais. Et quelque part, par ces approches-là, on arrive à accéder
au même état, mais peut-être d'une façon beaucoup plus accessible. Et plus respectueuse peut-être du corps aussi. Parce que, voilà. Un peu plus dans la douceur, je pense, oui. Ouais. Et il y a 2 mois, j'ai accompagné tout un groupe d'apnéistes, notamment, qui ont quand même un travail sur soi assez important. Et il y en a plusieurs qui m'ont dit, j'ai déjà retrouvé cet état après des compétitions intenses, sauf que là, c'était très simple en final. Enfin, dans l'atelier, on a réussi à retrouver, après un exercice de respiration ou un bain glacé, des états de quiétude, je me sens super bien. Ouais, cette endorphine, en fait. Pomper dans les ressources, tu vois, extrêmes du corps, quoi. Enfin, comme une compétition où, en général, tu es aussi rincé après. Exactement. Donc là, tu avais l'effet apaisement, endorphine, comme tu dis, mais en même temps, l'énergie qui était là. D'accord. Et donc ça, c'est transposable dans la vie de tous les jours. Et c'est ça qui est vraiment super cool. Ok, ouais, super intéressant. C'est quoi un petit peu le public à qui tu as affaire? Pour moi, ça réunit un peu tout le monde. T'as tout le monde, t'as En fait, j'ai beaucoup de sportifs. C'est vrai? Ouais. T'as quel type de sportif, quel sport un peu qui viennent te voir? Alors, en général, c'est... en ce moment, j'ai pas mal de nageurs, d'apnéistes. Parce qu'il y a le rapport Ils sont attirés par rapport au système de respiration. Ouais. Après, j'ai beaucoup de gens qui font des sports d'endurance long. Trailer, vélo, triathlon. Parce que là-dedans, dans ces sports-là, tu as une notion un peu de méditation. Voilà. Parce que les gens sont tellement dans des efforts longs et puis tu dois débrancher le cerveau et y aller et te mettre dans un état un peu de conscience modifiée quoi, pour pouvoir tenir la ligne. C'est ça. Okay. C'est les sports où il y a besoin de beaucoup de mental en fait. Ouais, ok. Ouais. J'ai aussi des sports de combat. C'est vrai? Quel type de sport de combat? Ça peut être MMA, karaté, des choses comme ça. Okay. C'est des logiques qu'on retrouve dans des sports de combat. Sauf qu'en Occident, les sports de combat, on les aborde vraiment par le rapport on a plus le côté peut-être un peu sportif. Un peu sportif, tu vois, physique. Des fois moins martial, un peu moins martial voilà. peut-être. Alors que si tu vas en Asie, enfin, j'ai regardé un documentaire sur les moines Shaolin il n'y a pas longtemps. Ah, voilà. Vraiment cool. Et où ils ont beaucoup plus l'approche, tu vois, de philosophie de vie presque, spirituelle et connectée avec tout ce qui t'entoure. Et le sport, c'est juste une démonstration de cette connexion avec tout ce qui t'entoure. Bien sûr, ouais. Ils sont plus dans un côté un peu plus holistique des choses. Voilà, peut-être que nous, on a, pour certaines personnes, on a le plus le côté sportif, en fait, la compétition. Et donc, ce qui peut être intéressant, c'est de se reconnecter à tout ça. Ok, ouais. Alors, on a parlé de la méthode Wim Hof, on a parlé de la respiration, mais il y a un autre côté encore, c'est quoi? L'immersion en eau froide, non? C'est ça? L'immersion en eau froide. Peut-être pour les gens qui connaissent pas. Alors, comment ça se passe? Je pense qu'il y a un moment de préparation avant d'aller en eau froide. Je pense qu'il y a la respiration et après, il y a l'eau froide qui... Oui, c'est déjà bien de dire oui et non. Parce que bien sûr, quand tu viens à un atelier, il y a une préparation. Mais en fait, on travaille plus sur les croyances que sur le corps, tu vois. Okay. On va essayer de convaincre ton cerveau que tu peux le faire. Et voilà. Et juste peut-être comprendre que ce que tu vas te dire, c'est super important. Et peut-être on arrive à beaucoup avoir d'empathie et de bienveillance pour les autres, mais pour soi-même, c'est beaucoup plus dur pour beaucoup de gens d'être doux avec soi-même. Ouais, parce qu'on a envie de se performer quelque part. Quoi. On a l'impression qu'on doit, on a l'impression qu'on doit démontrer des choses, peut-être à nos parents quand on était enfant, après à nos collègues, aux autres, parce qu'on veut bien faire. Et là, apprendre à la fois à être honnête avec soi-même, accepter ses limites, et en même temps à retrouver cette douceur. J'aime bien dire... comme la voix d'une mère, tu vois, qui a réconforté un petit garçon, une petite fille qui s'est égratigné le genou en disant « ça va aller ». C'est rien de grave. Voilà, je suis là pour toi et ça va bien se passer, la nature fait bien les choses. Donc retrouver un peu cette connexion à cette douceur. Et une fois qu'on a compris ça, après, on fait quelques exercices de mise en pratique pour déjà aller expérimenter en dehors du bain, par des postures notamment, qu'on peut, que ce soit du yoga ou d'autres. Et après, on va au bain glacé. Et le bain glacé, en fait, il sert à quoi dans la méthode? Il intervient pour quelle raison? Il intervient, encore une fois, c'est à plusieurs niveaux. C'est ça qui est vraiment génial dans cette méthode. On va travailler vraiment sur la force mentale. Donc, aller vers un objectif, tenir le cap malgré la tempête. Parce il y a en fait quand même une notion un peu de performance là-dedans? Il y a une notion de... J'aimerais pas dire performance parce que quand on pense performance, on pense pousser. Alors que là, c'est plus une notion de lâcher prise. Donc il y a un côté un peu quand même un peu guerrier de détermination. Je vais le faire. Tu te dis je vais le faire et tu rentres et tu prends la détermination de ne pas renoncer, même si pendant un laps de temps, il y a tout qui va te faire douter. Le sol te dérobe sous tes pieds, mais tu te dis de rester là quand même. Mais c'est pas pour pousser, c'est pour découvrir qu'il y a de la douceur après. C'est lâcher. Parce que peut-être dans la performance, on veut serrer un peu plus, tu vois, en disant que ça va aller. Alors que là, au contraire, on va détendre un peu plus. Accepter quelque part. Accepter, voilà, complètement. Accepter la situation, pas chercher à la contrôler.
et se détendre malgré tout pour connecter à notre inconscient la part du cerveau limbique qui va réguler le système nerveux pour le faire basculer en parasympathique. Sympathique, ouais, de descendre, parce que quand Voilà. on rentre dans l'eau, on hyperventile, je Voilà, pense, on a le beaucoup. sympathique qui s'excite Ouais. et il faut se détendre pour arriver dans le parasympathique et du coup que le corps ait des ressources pour s'adapter. Ce qui est important de comprendre, c'est que quand on reste dans le sympathique, donc le rapport au stress, tout ça, les ressources elles sont mobilisées pour un danger. Et c'est pas les mêmes ressources qu'il faut pour se réchauffer. Donc il faut qu'on rebascule dans le parasympathique pour que le corps puisse dégager de la chaleur et qu'on se sente bien. Okay. Du coup, après, on se sent bien, le corps dégage de la chaleur, c'est super bon pour le système cardiovasculaire, le cœur, tout ça. Et aussi, pour le système nerveux, on va créer des vaisseaux sanguins plus fins, on va avoir un effet anti-inflammatoire qui est génial, qui dure jusqu'à 6 jours. Donc, après ouais. Ok, tu boostes le système immunitaire quelque part. Ouais, le rapport au système immunitaire, les gens tombent moins malades. Il y a vraiment, c'est flagrant. La plupart des gens, ils disent ils sont plus malades du tout. À force de le pratiquer régulièrement. Régulièrement, voilà. Je pourrais dire un bain froid une fois par semaine, peut-être des douches froides tous les jours quand même, ou un jour sur deux. Justement, je sais pas si tu peux donner un peu des conseils aux gens, comment ils pourraient l'intégrer dans leur routine quotidienne, sans que ça prenne trop de temps, que ça soit quelque chose de simple et qu'on puisse l'intégrer pour avoir quelques bénéfices par rapport Bien sûr. À tout ce que ça peut apporter en fait. Donc l'important c'est d'arriver à trouver la détente dans l'adversité. Ok. Donc c'est dur, vouloir se challenger un petit peu, mais pas pour dépasser un truc qui est de l'ordre de l'ego, de la démonstration externe, mais pour apprendre à se connaître. Okay. Et du coup, le froid est un super outil pour ça, parce qu'il a un challenge et il est très modulable. Ouais. La température de l'eau, sûr, ouais. Le temps que tu restes sous l'eau. Donc si tu vas dans ta douche, par exemple, tu peux choisir de commencer à baisser le robinet vers l'eau froide. Tout doucement. Voilà, tu peux commencer à mettre un tiers, un quart plus vers le froid et voir comment ça se passe. Alors peut-être au début, tu as envie de ventiler vite. Et tu vas te dire, je me détends malgré tout. Donc en général, la détente, ça, c'est beaucoup dans les épaules et dans la respiration. Donc si tu es comme ça, et que le soufflet est coupé, tu n'es pas détendu. Donc tu vas dire, non, comment je peux me détendre ? Je laisse tomber les épaules déjà, je respire un peu plus longuement, j'expire complètement. Un souffle coupé, ce n'est pas un signal d'acceptation, donc j'expire complètement. Tu commences par ça. Si tu arrives à faire une eau tiède, on va dire, peut-être tu fais quelques jours pour valider que c'est acquis, et après tu descends un peu plus bas, et encore un peu plus bas, et un peu plus bas, au bout de quelques jours à chaque fois, jusqu'à arriver à de l'eau vraiment froide. Ok. Après, c'est aussi important de ne pas trop forcer dans la durée. Notamment, au bout d'un moment, on se sent bien, et ça pourrait être un piège, parce que le corps pompe quand même beaucoup de ressources pour dégager de la chaleur, notamment. Et si on reste trop longtemps après, on risque d'avoir un contre-coup qui pourrait être proche d'un état d'hypothermie ou en tout cas d'avoir très froid pendant plus longtemps. Et moi, je préconise du coup aux gens d'observer la durée de récupération avant tout, avant de vouloir augmenter D'accord, le temps de pratique. Donc peut-être commencer par une minute, voir au bout de combien de temps j'ai chaud après. Si c'est 5 minutes, 10 minutes, ça va. Un quart d'heure, ça va encore. Maintenant, si j'ai mis 2 heures à me réchauffer, c'est que je suis allé trop loin. D'accord. Donc, le risque, ça serait, pour les gens qui sont un peu portés trop challenge, tu vois, de dire « Oh, je me sens bien, donc je reste jusqu'à que je commence à trembler. » Quand tu commences à trembler, c'est déjà beaucoup trop tard, parce que tu vas trembler encore plus après quand tu sors, parce que le corps va devoir se réchauffer. Et peut-être tu vas avoir froid pendant 3 heures. Et si tu as froid pendant 3 heures, dans ta conscience, c'est presque un trauma, tu vois. Oui, c'est ça, c'est traumatique. Tu te dis non, le froid c'est nul, au final j'ai plus envie d'y aller. Et c'est un peu dommage. Pour le relier au sport, c'est comme si tu n'avais jamais couru de ta vie, tu vas courir un 10 km, forcément tu vas avoir mal au canne. ça va pas être une expérience très bénéfique. Après, si je peux, pour tous les gens qui ont envie Bien sûr, justement, on voulait en parler. On a imprimé la pochette de ton livre. Il y a mon livre qui est disponible sur Amazon qui propose du coup comment transformer votre vie au 19 avec le froid. Donc tout un protocole avec des moyens de trouver la motivation, de trouver la posture mentale, comprendre aussi tous les bienfaits avec toutes les études scientifiques qui décrivent les bienfaits du froid et comment arriver progressivement à une pratique qui est vertueuse pour arriver à terme, au bout de quelques semaines, mois, arriver à faire des bains froids. C'est quelque chose qui me tenait à cœur de rendre ça accessible à tout le monde et que ce soit gratuit. On va reprendre un peu à ton activité entrepreneuriale. Comment tu as réussi à développer au fur et à mesure? Je pense que tu es parti tout petit et puis après ça a pris un peu plus d'ampleur. Au début, ça me semblait heureux de créer une boîte de rien. Et du coup, je me suis dirigé vers un collectif, une coopérative en fait. Ok, tu peux en parler un petit peu? Ouais, pour être accompagné. Donc l'idée d'une coopérative, c'est de mettre en commun toutes les ressources, donc administratives. Il y a des comptables qui gèrent tout.
Aussi formation, comment on gère plein de choses dans l'entreprise, que ce soit communiquer, que ce soit faire des devis, que ce soit les trucs légaux, les problèmes d'assurance. Voilà, quelqu'un qui va relire les contrats que tu signes, parce qu'au début, en tant qu'entrepreneur, tu n'es pas très protégé en final quand tu signes un contrat, si tu signes un contrat. Ouais. En tant que... Surtout que tu travailles sur la santé, un peu le bien-être, il faut Voilà, se quoi. protéger. Hein, parce que là, C'est ça. Donc du coup, d'avoir des gens qui me structurent un petit peu, lui, ça m'a aidé. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit c'est quand même bien de voler mes propres ailes aussi, de pouvoir signer mes contrats directs en nom propre. Parce que si quand tu es dans une coopérative, tout est au nom de la coopérative. Donc tu as ton nom commercial, mais le compte bancaire et tout ce que tu signes, c'est au nom de la coopérative. Tu mets tous les ressources financières aussi? Ce Oui, que tu rentres, c'est sur leur compte, et eux, ils te reversent après. Ok. Voilà. Donc, l'avantage, c'est qu'au bout d'un moment, si tu génères un chiffre suffisamment régulier, tu peux passer en salarié. Donc, tu es salarié, mais de ta propre activité. Ce qui peut être sécurisant, ça peut être sympa. Bien sûr, mais bon, je n'ai pas continué là-dedans. Après, il y avait aussi le période Covid et tout ça qui n'était pas évidente. Quand tu es entrepreneur, moi, j'avais rien. En plus, j'étais en coopérative, donc je n'avais même pas les aides de l'État. Comme c'est pas en mon nom propre, justement, que j'avais cotisé. Et là aussi, ça m'a fait dire, maintenant, il faut que je crée un truc à moi. Et du coup, j'ai créé une société. Pas une micro, pas une auto-entreprise, parce que pour moi, c'était important de pouvoir embaucher des prestataires, facturer des choses et déduire des frais. Ce que tu peux pas en auto-entreprise. Donc, j'ai ouvert une société et c'est monté en gamme. Et là, depuis un an, notamment, je passe à la TVA. Ça fait quand même beaucoup. Ça change aussi la gamme. Ça fait beaucoup plus de choses à gérer. Notamment, c'est ta compréhension peut-être des clients qui voient que c'est plus cher. Alors que oui, mais bon, moi, je paye 20% plus cher. Et c'est vrai que quand tu es sur le même niveau que d'autres personnes qui sont auto-entrepreneurs et que ne payent pas la TVA, c'est pas évident de te positionner. Donc, je suis dans une période un peu transitoire là, où à la fois, j'ai pas un chiffre d'affaires suffisamment élevé pour être bien confortable en payant la TVA. Mais en même temps, j'ai dépassé le seuil pour être que je serais exonéré de TVA. D'accord, ok. Donc là, mon but, c'est de développer encore plus mon activité, notamment avec des entreprises. En général, il y a des budgets un peu plus élevés. Et voilà, et bien sûr, continuer à faire du particulier parce que j'adore ça, parce que créer des petites familles pour un week-end ou plus, c'est vraiment cool. Donc là, j'essaie d'être de plus en plus régulier sur plein de choses, notamment pour faire vivre la communauté des gens qui sont touchés par ces pratiques de respiration, de bain glacé. Il y a également la marche sur le feu, qui est un super rituel. Et voilà. D'accord. Et comment tu as structuré un peu les produits que tu proposes et sous quel format tu les proposes? Ok. Donc, on va dire, si on parle de point de vue accès tarifaire, il y a le yoga qui est parmi les plus accessibles. Aussi, mensuellement, je fais une respiration à nous tous, à Strasbourg, dans un lieu dans lequel je peux accueillir une vingtaine de personnes. Et voilà, donc ça, c'est accessible, c'est quelques dizaines d'euros. Et ensuite, après, il y a les ateliers sur une demi-journée ou une journée. Là, on est plus proche des 100 euros, un peu plus pour la journée complète, un tout petit peu moins pour la demi-journée. Ça, c'est des ateliers en groupe. Après, il y a aussi la possibilité de faire des prestations individuelles. Donc là, c'est un tarif horaire comme un thérapeute, quoi. D'accord, ok. Tu reçois les gens chez toi? Voilà, je reçois que ça pour la respiration ou du bain froid. C'est possible pour des gens qui ont envie d'être vraiment guidés au pas à pas, juste eux. Et après, il y a les formats sur 2 jours ou plus, donc des week-ends. En général, là, on est dans l'ordre de 500 euros avec l'hébergement et les repas. Okay. Et voilà, et après, des séjours plus longs. Là, pour cet hiver, pour la première fois, j'organise un séjour en Norvège. Ah, bien. Donc, au-dessus du cercle polaire, tout en la Norvège. Et ça va être vraiment beau. Enfin, j'y suis allé cet hiver pour faire du repérage. C'était vraiment magnifique. Du coup, ça sera en mars 2025. Ok, d'accord. Et là, tu pars sur une semaine? 6 jours, ouais. 6 jours. Et c'est quel type de personnes que tu emmènes là-bas? Forcément, c'est des gens qui ont déjà un peu les moyens de se payer un voyage sur 6 jours. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, mais j'ai de tout. Hein. J'ai des gens qui sont profs, j'ai des gens qui sont chefs d'entreprise. Voilà, j'ai des gens qui sont cadres, des gens qui sont informaticiens. Ouais, t'as de tout. J'ai un peu de tout. D'accord, ok. On n'a pas parlé de la marche sur le feu.
En Ouais. quoi ça consiste rapidement pour... Alors, la marche sur le feu, Ouais, c'est... ça peut être un peu ésotérique, je pense, pour les gens. Bah, disons que je pense que le froid, c'est un palier Ouais, qu'on peut encore à peu près raisonner et dire, OK, il y a des bienfaits, il y a quelques études scientifiques qui me disent que... Et c'est bien, c'est accessible. bien sûr, ouais. Maintenant, pour les gens qui ont besoin d'un truc un peu plus fort, qui ont peut-être un mental un peu plus résilient encore, et qu'il faut vraiment à un moment lui fermer sa gueule. Ah, Non, c'est mais... ça, en fait. Non, bah, il y a le feu. C'est pour brûler tes pensées. Non, mais sérieusement, c'est trouver qu'on peut avancer dans la joie et l'ouverture comme quelque chose de dingue. C'est un mouvement, c'est très dur à décrire quand on l'a pas vécu, mais c'est tellement de joie et d'amour, d'ouverture. Tu vois ça, tu te dis, c'est impossible que ça soit quelque chose d'agréable, Ouais, et ouais. en fait, ça l'est complètement. Si tu marches avec la bonne attitude. Mais tout est du coup dans ce que tu fais avant, dans le conditionnement mental que tu as avant. Oui, c'est de la Parce que si préparation tu te lances mentale. tout de suite, tu vas te... Voilà, c'est de la préparation mentale complète, mais pas dans une forme de contrôle, dans une forme d'ouverture. que tu prépares avec de la respiration Voilà, également. avec de la respiration, avec du mouvement, avec le rapport au groupe aussi. C'est quelque chose de très collectif. Un peu trouver un aspect célébration, ou même si tout seul tu pourrais pas le faire, parce qu'il y a les autres, tu peux. Tu D'accord, vois, ça cette t'aide à cohésion, l'émulation du cette groupe, quoi. galvanisation du Ouais, groupe, ce que tu tu vois, retrouves de on toute en est façon dans le sport aussi, quoi, voilà, dans le sport c'est ça, à un d'équipe. moment, tu es galvanisé, Ouais, ouais. et ça semble juste évident. Et là, il faut y aller. Tu te laisses pas le temps de penser, tu y vas. Ok, tu fonces dessus. Et Voilà. en fait, tu marches sur des cendres, c'est ça? Tu marches sur des braises. Donc des c'est pas, braises. ouais, c'est des cendres, mais des gros bouts de cendres quand même encore bien rouges. Tu Il y vois. a une combustion quand même. Voilà, c'est à 1000 degrés à peu près. C'est chaud. Et on marche en général, je commence petit et je rajoute de la longueur au fur et à mesure que les gens vont marcher. Mon but, c'est pas qu'ils marchent 15 mètres, mais s'ils marchent 3-4 mètres, déjà, c'est bien. Donc ça fait quelques pas sur un tapis de braise. Mais tu as comme une grande responsabilité là. Non, je pense que tu as des brûlures, non? Ça crée pas des brûlures, C'est rare. C'est vrai? Je ne vais pas dire que ça ne peut pas arriver. Ça dépend des... C'est étrange, mais ça va vraiment dépendre de ta posture mentale. C'est vrai? Si tu es en résistance dans ta tête, oui, tu vas te brûler. Tu vas fondre. Si tu marches pour les mauvaises raisons, si tu marches pour faire comme si. Le feu, c'est un révélateur et tu peux pas lui mentir. Tu peux pas bomber le torse en disant « Non, c'est moi le plus fort, je vais y aller parce que je suis costaud. » C'est pas la bonne attitude. Il faut y aller en vulnérabilité, en ouverture. Dire « Ok, ouais. j'accepte ce que je suis avec mes faiblesses, mais je m'ouvre suffisamment pour que tout me soutienne. Le feu te soutient, le groupe te soutient, et là, tu peux marcher, c'est serein et c'est tout doux. C'est comme marcher sur du coton. En ressenti. Ok, d'accord. Et ça te... Il y a des gens, ils pleurent en sortant de la marche sur le feu parce que c'est tellement beau, de joie, tu vois. Ouais, ok. Ouais. Et t'as bravé quelque chose d'impossible, en fait. Voilà, t'as bravé l'impossible. Ouais, ok. Donc ça t'apporte un gain de confiance Voilà. énorme, quoi. On a parlé beaucoup de confiance, etc., de mieux-être. Après, les effets, on a parlé des effets directs, en fait. Et ce qui est intéressant aussi, je pense, c'est de parler sur le long terme. Est-ce que ça tient, ces effets bénéfiques qu'on ressent tout de suite sur le moment? C'est le côté endorphine, le pic d'endorphine qu'on a comme après l'activité physique. Est-ce que ça, on arrive à le soutenir sur le long terme et avoir des changements Alors, mon rôle, ouais. c'est de faire que ça ait le plus d'impact. Donc, il y a l'aspect cérémonie presque, un peu comme le mariage, tu vois, ou des trucs moins cool, mais un enterrement, enfin des étapes importantes de vie. Pour moi, c'est la logique du rite de passage. Créer un événement marquant. Moi, j'appelle ça la sidération positive. C'est sidérer ton mental tellement fort, comme un gros tampon là, qui va faire que tu ne peux pas l'oublier. Tu ne peux pas l'oublier. Même si tu es pris dans des routines, des choses, des méandres un peu de la vie quotidienne, il y a toujours ce gros tampon qui est là. Ouais. Et par exemple, tu dis « Ah mais purée, j'ai fait un bain glacé. » Et purée, j'ai marché sur le feu. Ou purée, j'ai fait d'autres choses encore que je ne vais pas révéler là, parce qu'il y a plein d'autres étapes super intéressantes aussi à faire dans ces rites de passage. Mais en tout cas, c'est créer quelque chose de tellement marquant que dans les moments où tu auras besoin d'une ressource, cette ressource, elle restera évidente. Ce qu'on appelle un ancrage. Un ancrage. C'est en PNL, ça, on appelle ça voilà, un ancrage. Ok. On se rappelle en fait de ce qu'on a vécu et ce qu'on a soutenu, et ça nous aide en fait dans la vie de tous les jours. C'est une ressource. C'est une ressource. Ok, qui est d'accord. disponible tout le temps. Et voilà, le but, c'est de les faire les plus grosses et brillantes et énormes possibles. D'accord, ok. Et ça fait régulièrement, ça permet de recalibrer le cerveau. On va dire qu'un bon rite de passage, je pense qu'il te tient au moins plusieurs mois. D'accord, ok. Voilà.
peut-être, c'est bien peut-être tous les ans de faire une piqûre de rappel. Ou, je sais pas, ou quoi qu'il y a des gens, ça peut leur suffire une fois. Ok. Mais en général, quand tu sens peut-être au bout d'un moment que tu reviens plus facilement dans tes routines, bah refais ça. Refais un truc. Ou ça peut être une compétition sportive pour d'autres personnes. Tu vois. Ouais, bien sûr. La personne C'est qui a vrai. couru un marathon la première fois, ça lui crée un ancrage de Bien malade. sûr. Quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, sur les ressources qu'on développe et ce qu'on a pu faire. Ok, d'accord. Bon, je pense qu'on a balayé une bonne partie du spectre de ce que tu fais. Est-ce que tu peux donner des conseils rapides sur comment mieux se sentir s'il y a des gens qui se sentent un peu stressés, qui se sentent un peu mal peut-être dans leur vie de tous les jours ou qui sont en conflit avec des gens de leur famille, leurs amis, etc. Des choses simples qu'ils peuvent mettre en place dans leur vie de tous les jours? Pour moi, déjà, c'est se rappeler pourquoi on fait les choses. Donc, même poser par écrit, tu vois. Ouais. Voilà ce que je veux dans la vie. Ou ce que je veux me libérer de. Des objectifs? Des objectifs. D'accord. Ça, c'est important de les poser. Comme ça, ils sont là. Si jamais on a un doute, on peut les relire. Ensuite, après, c'est de commencer à faire des choses qui te remettent dans le corps. Parce que si la tête, elle disjoncle, que ça va dans tous les sens, qu'il y a des problèmes, que ça a du stress, d'insomnie, tout ça, ben, quand on revient dans le corps, lui, il a un côté, ça va donner des ressources, ça va nettoyer, ça va apaiser. Parce que c'est chimique, parce que l'endorphine, tout ça, dès qu'on revient un peu dans le corps, que ce soit juste par une écoute ou par une activité physique, il se passe quelque chose. Bien sûr. Après, le bain froid, la douche froide, ce sont des activités physiques, mais qui ne vont pas pomper trop de ressources. Enfin, tu n'es pas obligé d'aller faire du sport pendant 2 heures pour avoir un résultat. Non. Je veux dire, une douche 30 froide, minutes suffit. Ouais, mais plusieurs fois 30 minutes par semaine, tu peux arriver à quelque chose de grand à la fin. Quoi. Mais ce que je voulais dire, c'est que je ne suis pas en train de nier les bienfaits du sport, tu vois. Oui. Mais pour arriver dans un rapport à des gens qui n'ont peut-être pas ces ressources déjà, tu vois, d'avoir une hygiène de vie qui est au top, ben, pour moi, par exemple, la douche froide, le rapport temps, investissement et bénéfice, il est génial. 3 minutes. 3 minutes, mec, t'as ton activité physique quotidienne, quoi. Enfin, pour te reconnecter avec l'auteur, je dis pas que ça fait tout. Non, c'est sûr. Mais pour commencer, si tu as du mal avec ça, c'est génial. Tu as les endorphines en 3 minutes, quoi. Bien sûr, tu as un coup de boost qui peut après te pousser, quoi. Que tu peux capitaliser et qui va te servir pour toute la journée en 3 minutes. Ok, d'accord, génial. Voilà. Donc se mettre petit à petit des objectifs. Voilà. atteignables. Et après, la régularité. Ouais, c'est la discipline qui va te faire la discipline. tenir. Mais donc, célébrer. Une fois que tu as fait tes 3 minutes, par exemple, de douche froide, bah, tu te dis, c'est génial, je suis content, et tu te le rappelles plusieurs fois dans la journée. Ce matin, j'ai fait une douche froide, donc c'est super, ça te donne un sentiment de je peux faire des choses, je suis capable, tout ça. Et du coup, bah, comme tu te réancres ça à plusieurs, te rappeler et avoir le droit d'être content pour ça, bah, ça te donne plus envie de le refaire le lendemain. Bien sûr, et ainsi de suite. Ouais, tu crées du positif, quoi. Voilà, tu crées du positif. Ça. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup pour ces conseils. Et après, si vous voulez vous faire accompagner, il y a tes services. Vous pouvez aller du coup sur ton site internet, je pense. Primalboom.fr, vous me trouvez aussi sur Instagram, TikTok et Facebook. D'accord, ok. LinkedIn peut-être aussi ou pas? LinkedIn aussi, ouais. Et YouTube, j'ai vu que tu avais une chaîne YouTube. YouTube aussi. Ouais. Du coup, pour ceux qui veulent se mettre peut-être à la respiration, j'ai vu que tu as fait l'introduction à la méthode Wim Hof, tu as pas mal de vidéos là-dessus. Ouais, donc pour ceux qui veulent se faire accompagner gratuitement, il y a du contenu. Voilà. En ligne, voilà, vous trouvez ça. En ligne, voilà. Qui aimerais-tu être à ta place pour les prochains épisodes? Alors, des gens par exemple dans le sport, l'entrepreneuriat, dans le bien-être, des gens de ton entourage que tu pourrais me conseiller? Moi, je pense que j'ai un prof de salsa, ça passe. Mais ouais, ça peut être intéressant. Ouais. Et il fait aussi du chamanisme. Ok, ça marche. Alexandre Poignard. Attends, tu me donneras les contacts après, ouais. C'est un prof de salsa, du coup, qui fait... Qui fait aussi une approche un peu originale dans la façon dont il accompagne les gens. Ok, ça marche, ouais, très bien, merci beaucoup. Bah, merci à toi d'avoir répondu à mes différentes questions. C'était hyper intéressant, j'espère que ça va intéresser les auditeurs. Et n'oubliez pas de vous abonner et de répondre présent pour les prochains épisodes. Voilà. Super. Merci à toi, Damien, et j'espère à très vite.